Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple avec un master en psychologie de Californie. Et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, je vais parler du sujet du dating. Un sujet qui bien évidemment touche beaucoup d'entre nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur certaines clés, certaines réflexions qui pourront potentiellement t'aider pour optimiser tes chances de trouver la bonne personne. Alors bien sûr, je dis ça en toute humilité parce que je ne veux pas non plus ajouter des injonctions. Il y a déjà beaucoup de gens qui parlent de dating en général, il y a beaucoup d'idées qui sont balancées de part et d'autre sur le net. Mais j'aimerais parler à la fois de mon expérience personnelle et puis aussi de mon expérience en tant que thérapeute de couple, en tant que psychopraticienne, en tant que personne qui travaille avec des gens, avec des couples, avec des gens qui sont à la recherche de la bonne personne. Et j'aimerais vraiment je vais me focaliser vraiment sur 4 points importants sur lesquels potentiellement se questionner, sur lesquels potentiellement évoluer pour optimiser ses chances de réussir à trouver la personne qui nous convient. Spécifiquement quand on est une personne qui recherche une relation sérieuse, stable, sur le long terme et même potentiellement le mariage. Alors je vais quand même donner ce petit disclaimer, c'est que évidemment il n'y a pas qu'une seule manière de trouver sa femme, son mari ou son partenaire de vie. Mon intention avec ce podcast n'est pas du tout d'ajouter encore des injonctions, comme je l'ai dit. La vie est complexe, on est tous des personnes uniques avec des histoires et des historiques uniques, donc évidemment que les choses peuvent se passer de plein de manières différentes. Et je dis ça bien entendu parce qu'en effet, il y a vraiment des conseils qui foisonnent de part et d'autre sur ce sujet-là, des conseils du style « ne fais jamais ça », ne va jamais sur les applications de rencontres pour trouver ton partenaire. Voilà, ce genre de choses en mode jamais et toujours. Je ne vais pas être là-dedans dans cet épisode. Je ne pense pas qu'il y a qu'une seule vérité ou qu'une seule réponse. Et je pense aussi que l'univers ou Dieu fonctionne souvent de manière mystérieuse pour réunir les personnes. Mais voilà, en ayant dit tout ça, je pense quand même qu'il y a des idées intéressantes et des choses importantes sur lesquelles réfléchir et sur lesquelles se questionner et sur lesquels potentiellement évoluer pour nous permettre d'être sur des meilleures fondations pour accueillir son partenaire de vie et pour se préparer au mieux pour justement trouver sa femme ou son mari. Donc voilà, mon intention avec cet épisode, c'est que je vais partager mon expérience personnelle d'une personne qui se marie dans un mois et voilà, qui a la chance d'avoir trouvé un homme génial qui me convient et qui est exactement la personne que j'avais besoin d'avoir dans ma vie. Et puis mon expérience de thérapeute de couple, qui travaille avec des couples qui vont souvent pas bien et qui peut-être auraient pu bénéficier, de se poser des meilleures questions avant de s'engager l'un avec l'autre. En tant que thérapeute aussi qui travaille avec des gens en individuel et qui a vu plein de gens se questionner sur leur pratique de dating, qui a vu plein de gens qui ont galéré encore et encore et encore dans plein de schémas divers et variés pour trouver une personne qui leur convient. Et donc j'ai accumulé pas mal de réflexions, j'ai accumulé pas mal d'idées et de croyances aussi sur tout ça. Et donc cet épisode c'est un condensé de un peu tout ça, à la fois dans ma vie perso et dans ma vie pro. Alors comme je l'ai dit, je vais aborder 4 points essentiels, parce que, entre autres, les listes, c'est toujours sympa pour organiser ses idées. Donc la première chose dont je parlerai en ce qui s'agit finalement d'optimiser ses chances de trouver la personne qui nous convient, c'est de prendre du temps pour soi et d'être ok avec qui on est et avec sa vie. Alors ça peut paraître un peu cliché parce qu'on entend beaucoup « il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre » ou « il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir trouver son partenaire ». Moi, je n'irai pas jusque-là, je n'irai pas jusqu'à cet extrême-là parce que je pense pas qu'il faut tomber dans un perfectionnisme où on a l'impression d'avoir tout compris, de tout connaître et de parfaitement s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre ou se laisser aimer par quelqu'un d'autre. Voilà, il faut toujours apporter une certaine nuance dans tout ça. Mais cependant, je crois quand même fondamentalement que c'est important d'avoir une certaine stabilité dans sa vie et d'avoir quand même développé une certaine relation positive avec soi-même avant de pouvoir véritablement s'engager sur quelque chose de sérieux avec quelqu'un d'autre.
Il y a bien évidemment sans doute des exceptions à ça, des gens qui se sont trouvés quand ils étaient tous les deux au plus mal. Voilà, ça existe sans doute, parce que tout existe finalement. Mais en général, vraiment de ce que j'ai pu observer, c'est bien d'avoir créé une fondation solide avec soi-même. Et je dis ça parce que vraiment la relation qu'on a avec soi-même, au final, c'est vraiment la relation qui va être la plus importante tout au long de notre vie, même avant la relation qu'on entretient avec son mari, sa femme ou son partenaire. C'est vraiment comment je me sens avec moi-même, quelle est ma relation que j'ai avec moi-même, quelle est la confiance que j'ai en moi-même et dans ma propre vie, dans mes propres capacités. C'est quand même quelque chose qui va instaurer les bases de beaucoup de choses dans la vie. Et donc, si je suis dans une situation où je suis dans un chaos permanent, où je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je veux, eh bien, ce n'est peut-être pas ce moment-là qui va être le plus opportun pour commencer à dater et commencer à essayer de trouver son partenaire de vie. Voilà, dans ce cas-là, il va peut-être falloir commencer par poser des fondations plus solides, apprendre à développer sa relation avec soi-même, apprendre à développer sa confiance en soi-même, à se remettre sur pied, à faire des choses concrètes dans sa vie pour essayer d'améliorer sa vie en général et à essayer d'améliorer son bien-être avec soi-même avant de se lancer à corps perdu dans du dating compulsif, par exemple. Et je dis ça aussi parce que j'ai vu des gens, notamment avec qui j'ai travaillé en thérapie, qui tombent un peu dans une sorte de dating compulsif, justement, où ils vont enchaîner les dates, enchaîner les rencontres. Alors, ils sont sur plein d'applications de rencontres, et puis c'est un peu ce truc en mode, il faut absolument que je trouve la bonne personne pour moi, et puis c'est vraiment un enchaînement non-stop, où finalement c'est, mais le prochain swipe sera le bon, la prochaine rencontre sera la bonne. Et ça devient presque une forme d'évitement, finalement. Une sorte d'évitement en mode, j'ai tellement peur de rester seule, j'ai tellement peur de me retrouver seule avec moi-même, de pas trouver la bonne personne, j'ai tellement peur d'arrêter de swiper et de la solitude en général, que finalement, ça devient une manière de surcompenser, d'éviter d'être avec soi-même, d'éviter d'être avec ses propres émotions. Et puis voilà, ça devient une sorte de compulsion, ce qui fait que je ne pense pas que ce soit la meilleure base pour vraiment trouver quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux avec qui on va pouvoir construire. Ça peut aussi être une forme d'addiction, honnêtement, parce que, évidemment, on sait bien que tout ce qui est swipé sur les apps, ça peut devenir assez addictif. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu quand on était sur les applications de rencontres, c'est, je swipe et puis ça me donne un hit de dopamine. Je commence à tchatcher avec des gens sur ces applications et puis voilà, je me sens validée, je me sens... ça me donne un rush de dopamine, tout simplement. Et ça peut être addictif, ça peut tomber dans un truc où on est sans arrêt en train de rechercher le prochain rush de dopamine. Et c'est de la dopamine cheap aussi, comme scroller sur Instagram, comme voilà tous ces réseaux sociaux. C'est facile d'accès, à tout moment je peux accéder à ça. Sauf que si ça devient une manière de simplement s'auto-valider, simplement essayer d'éviter ses émotions, d'éviter sa vie, d'éviter les problèmes qu'on a dans sa vie, eh bien c'est un problème. Et c'est pas forcément les meilleures fondations et les meilleures bases pour vraiment faire du dating intentionnel. Alors je vais le redire, ça n'a rien à voir avec tomber dans un perfectionnisme en ayant l'impression que je suis guérie à 100%, ou j'ai tout compris, ou tout va parfaitement bien dans ma vie. Voilà, c'est pas non plus du perfectionnisme, mais c'est simplement d'avoir une base solide de relation avec soi-même, une base solide que je suis assez satisfait en fait de ma vie en général. Je suis satisfait ou satisfaite de là où j'en suis actuellement dans ma vie. Je sais ce que je recherche plus ou moins. Et j'ai une certaine stabilité à l'intérieur de moi-même, en fait. Et si je n'ai pas tout ça, eh bien peut-être qu'il vaut mieux que je me focalise en premier lieu sur moi-même et sur construire tout ça, plutôt que d'aller swiper encore et encore compulsivement et d'aller enchaîner les dates pour finalement que je trouve une personne qui va me sauver, qui va me sortir de mon mal-être, qui va me sortir de ma vie que je déteste. Voilà, ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas la meilleure approche. Et puis mine de rien, ça vaut aussi la peine de se poser la question, est-ce que je suis actuellement le type de personne que mon partenaire ou ma partenaire idéale trouverait attirante? Parce qu'il y a aussi un peu de ça quand même, c'est-à-dire que si moi je suis à la recherche de quelqu'un que je considère d'attirant, de stable, qui a des qualités qui m'intéressent, qui a des choses qui vont m'intéresser chez lui ou chez elle, eh bien ça vaut quand même la peine de se poser la question, mais est-ce que cette personne pourrait aussi être intéressée par moi? Parce que moi je vais apporter par ma vie, par mes intérêts. Voilà, c'est donnant-donnant évidemment.
On a tendance à se focaliser beaucoup sur ce qu'on recherche chez l'autre, et on a tendance à un peu moins se poser la question, mais qu'est-ce que moi je pourrais amener à l'autre ? Et ça vaut quand même la peine de se poser cette question-là. Qu'est-ce que moi je pourrais apporter aussi ? Est-ce que moi j'ai une vie qui est intéressante ? Est-ce que moi je suis une personne à qui on pourrait s'intéresser, qui renvoie finalement quelque chose d'intriguant, qui renvoie quelque chose de tout simplement je cherche le mot, mais d'attirant, quoi, qui renvoie quelque chose où on a envie de s'approcher d'elle et de lui poser des questions, tout simplement. Et donc c'est pour ça que vraiment, ouais, c'est important de construire une identité assez stable vis-à-vis de soi-même. Et j'irai même plus loin dans tout ça. Moi, j'ai déjà conseillé à des personnes qui sont justement dans ce truc un peu compulsif de swiper et de dating, j'ai déjà conseillé à ce genre de personnes, faites une pause. C'est-à-dire, prenez le temps de vraiment faire une pause de dating assez radicale. Alors ça, c'est marrant parce que quand j'ai suggéré ça dans le passé à certaines personnes, on m'a un peu regardé de manière bizarre, où il y a eu pas mal de résistance vis-à-vis de cette idée. Alors si la personne a énormément de résistance vis-à-vis de cette idée, pour moi c'est déjà aussi un petit peu un signe qu'il y a peut-être potentiellement une forme d'addiction, parce que pourquoi est-ce qu'il y a une telle résistance à finalement faire une pause de plusieurs mois ? Je parle pas de faire une pause pendant plusieurs années, mais disons une pause entre 3 mois et 6 mois, où vraiment je prends du temps pour moi, sans aller chercher des mecs, sans aller chercher des meufs, j'arrête le dating, j'arrête les applications de rencontres, je me reconcentre sur ma vie, sur mes intérêts, sur mes hobbies, sur moi-même. Franchement, faire une pause de 3 ou 6 mois, je trouve ça assez accessible. Et si on n'est même pas capable de faire une pause pendant 2 ou 3 mois, voilà, j'aurais tendance à me poser quelques questions, honnêtement. Surtout quand on a potentiellement vécu une rupture et on est sorti d'une relation précédemment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et c'est très naturel de vouloir tout de suite retrouver quelqu'un ou tout de suite se remettre sur les applications, tout de suite recommencer à dater. C'est très humain de vouloir faire ça parce qu'on a besoin, voilà, de se sentir validé. Voilà, c'est un sentiment très humain. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure approche ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un certain bénéfice à se recentrer sur soi-même, à se recentrer sur sa propre vie, à prendre du temps pour soi, à faire le deuil de sa relation passée aussi, parce que quand on vient de vivre une rupture, on a souvent des grosses émotions, on a souvent besoin d'intégrer tout ça, de processer tout ça, et de faire le deuil de la relation précédente. Moi, je parle de mon expérience personnelle, justement, c'est que après ma relation précédente qui s'est terminée, j'ai vraiment décidé consciemment que j'allais faire une pause, que j'allais prendre du temps pour moi, que j'allais faire le deuil de ma relation précédente. Et je m'étais donné dans ma tête un délai de minimum 6 mois. 6 mois à passer sans... Voilà, j'appelais ça du célibat radical. Radical parce que ça veut dire je ne vais pas commencer à... Voilà, je ne vais parler à personne, je ne vais embrasser personne, je ne vais draguer personne, il va y avoir aucun contact avec le sexe opposé, tout simplement. Et je m'étais donné ce délai de au moins 6 mois pour vraiment faire mon deuil, me recentrer sur moi-même, et et ne pas m'éparpiller non plus. C'est une manière finalement de contenir son énergie et de ne pas aller s'éparpiller en partageant son énergie avec plein de gens différentes. Ou plein de gens différents. Et donc au final, il s'avère qu'avec les circonstances de vie que j'ai eues, etc., ça a duré plus longtemps que 6 mois, mon célibat radical, ça a duré presque 1 an et demi, où voilà, j'ai eu vraiment aucun contact en tout genre avec le sexe opposé. Et franchement, je suis très contente d'avoir fait ça. Vraiment, au final, je suis très contente parce qu'il s'avère que quand j'ai décidé que j'étais prête à me remettre sur le marché, sur le marché du dating, eh bien, je me suis mise sur les applications et puis mon futur mari actuel, eh bien, c'est le premier date que j'ai eu sur l'application de rencontre. C'est littéralement la première personne avec qui j'ai eu des échanges plus longs et puis avec qui j'ai eu un rendez-vous. Et voilà, il s'avère que maintenant on se marie dans 1 mois. Donc j'ai un peu une success story, voilà, de nouveau ça ne veut pas dire que ça va fonctionner de cette manière pour tout le monde, mais quand même je trouve que c'est une approche plus saine, surtout de nouveau si on cherche quelque chose de sérieux, si on recherche le mariage, si on recherche, voilà, quelqu'un qui va devenir notre femme ou notre mari, eh bien ça peut faire du bien de faire cette pause, de faire ce break, de faire le point, tout simplement, de faire le point avant de se relancer dans un processus de dating. Donc ça, c'est le premier point que je trouve important. Au niveau du second point, je dirais que c'est important d'être au clair avec ses valeurs et ses non négociables
entre parenthèses, sans tomber dans la rigidité. Voilà, je vais toujours essayer d'apporter un peu de nuance dans tout ça. Mais je trouve ça quand même important d'être un peu au point et d'être au clair et de faire le point sur de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin dans une relation pour être heureux ou être heureuse. Quelles sont les choses qui vont vraiment être nécessaires pour moi et quelles vont être les choses sur lesquelles je ne vais pas pouvoir compromettre. Donc un petit peu quand même quels sont mes non négociables. Les choses sur lesquelles je ne pourrais pas négocier, les choses sur lesquelles je n'aurai pas de flexibilité. Et j'ai bien dit entre parenthèses sans tomber dans la rigidité parce que quand on parle de faire des listes, c'est vrai qu'on peut rapidement tomber dans un truc où je fais une liste sans fin de toutes les qualités que mon partenaire idéal doit avoir et puis je commence à demander des choses totalement irréalistes ou bien totalement malheureusement superficielles. Voilà, donc il faut faire attention avec les listes. Je pense qu'il faut vraiment être très honnête avec soi-même, c'est-à-dire quelles sont vraiment les choses essentielles pour moi, les choses qui sont mes valeurs profondes, les choses sur lesquelles je ne peux pas compromettre, les choses dont j'ai vraiment besoin pour être heureux ou heureuse, d'être vraiment honnête avec soi-même vis-à-vis de ça. Mais franchement, c'est quand même important de se poser ce genre de questions, aussi parce que je fais partie de ces personnes qui croient fondamentalement, et je pense avec de la légitimité, que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit tout simplement pas pour construire quelque chose de stable et de précieux sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend généralement avec le temps, parce que beaucoup d'entre nous, quand on est plus jeune, notamment quand on est adolescent, on a un peu cette croyance idéalisée que l'amour vaincra tout. On vivra d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets. C'est une idée qui est très romantique, qui est très romancée, qui est très belle comme ça, mais qui, dans la réalité, souvent, n'a pas beaucoup de fondement. C'est très beau pour sans doute les relations court terme, mais quand on essaye de vraiment construire quelque chose de stable et de sérieux pour une vie entière, potentiellement, eh bien, l'amour ne va tout simplement pas suffire. Il va falloir qu'il y ait d'autres choses qui sont présentes. Il va falloir qu'il y ait de la compatibilité qui soit présente. On peut s'aimer beaucoup, mais ne pas être compatible. C'est tout à fait possible. Et c'est très triste quand ça arrive, mais c'est comme ça en fait. C'est que pas tout le monde ne va avoir les mêmes désirs, pas tout le monde ne va avoir les mêmes ambitions de vie et les mêmes besoins. Et donc parfois, il va peut-être y avoir des gens qui s'aiment, mais qui ne sont pas compatibles, qui ne vont pas réussir à construire quelque chose où les deux vont être satisfaits. Et c'est pour ça aussi que du coup cette liste de non négociables peut beaucoup aider à clarifier finalement sur quoi est-ce que je ne peux pas compromettre. Parce que c'est dommage de se retrouver dans une situation où on commence à tomber amoureux et puis à entrer en relation en se rendant compte finalement des mois ou des années plus tard qu'en fait on n'était pas compatible sur ça, et bien on s'est jamais posé la question. Je vais parler d'un exemple tout bête, mais l'exemple des enfants. S'il y a une personne qui veut absolument avoir des enfants, elle sait que c'est un désir de vie important, et l'autre est totalement fermée à cette idée-là, eh bien c'est très dommage finalement d'arriver des années plus tard et de se rendre compte de ça, et de peut-être finir le cœur brisé, dans une situation où peut-être que si on avait évalué ça plus tôt, on se serait pas retrouvé là-dedans, et on aurait moins souffert, tout simplement. Après c'est des choix aussi. Peut-être que certains diront oui, mais ça a valu le coup quand même. Ça a valu le coup quand même qu'on se mette ensemble et qu'on vive ça pendant quelques années pour finalement se séparer. Ça, c'est vraiment des choix personnels. Est-ce que ça vaut le coup? Et ça, il y a que toi, il y a que nous-mêmes qui pouvons répondre à ces questions. Moi, je savais que j'étais arrivée à un stade où je voulais vraiment trouver mon mari, tout simplement. C'était ça que j'avais décidé. Et je voulais être au clair, en fait, avec les choses qui étaient importantes pour moi. Notamment, je vais pas parler de toutes les choses que j'avais écrites, mais j'ai fait une liste, en effet, des choses qui étaient pour moi non négociables et très importantes. Je vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a qui sont un peu plus personnelles, mais voilà, j'avais noté notamment l'intégrité. Ça, c'était mon grand numéro 1. Parce que alors l'intégrité c'est un peu, ça rejoint un peu l'honnêteté, mais c'est une personne qui est alignée entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Quelqu'un qui va être droit dans ses bottes, qui va pas cacher des choses, qui va pas avoir cette énergie finalement de malhonnêteté, et puis j'essaye de faire passer les trucs sous le tapis. C'est vraiment, je suis droit. Tu me diras, c'est peut-être pas facile d'évaluer ça au début, et c'est vrai. Généralement, c'est quelque chose qu'il faut évaluer peut-être en apprenant à connaître la personne. Moi, j'ai personnellement l'impression quand même que j'arrive assez bien à évaluer assez rapidement
le sentiment que j'ai vis-à-vis de la personne. Ça, c'est assez, voilà, ça dépend de comment tu ressens la chose. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de prendre plus de temps pour évaluer ça. Moi, j'ai quand même l'impression que j'arrive à ressentir ça assez rapidement. Mais voilà, ça dépend. En tout cas, il y avait cette intégrité. Ensuite, c'était très important pour moi que la personne désire aussi le mariage et des enfants, parce que je sais que c'est quelque chose que moi, c'est quelque chose dont moi j'ai envie et dont j'ai besoin. À la fois, voilà, j'ai envie d'avoir des enfants et à la fois, j'ai envie de me marier. Donc, si j'étais par hasard tombée, si j'avais commencé à parler sur une application à quelqu'un qui me disait « bah moi, je veux pas du tout d'enfants », ça aurait été très clair pour moi que c'était pas possible. J'aurais jamais continué une conversation. Pareil pour le mariage, si j'avais eu en face de moi un homme qui m'avait dit « pour moi le mariage c'est 100% sûr que je ne veux pas ça, je suis totalement fermée à ça », j'aurais su rapidement que c'était pas possible. Et ça aurait été tout de suite un non catégorique. Parce que j'avais décidé que voilà, ces choses-là étaient importantes pour moi et je ne voulais pas négocier là-dessus. Ensuite, alors ça coulait un peu de source pour moi, mais je vais quand même le mentionner, pas de drogue. Voilà, quelqu'un qui utilise des drogues, voilà, hein, c'était un non négociable pour moi, que je ne veux pas de ça. Et puis, pour moi, important, un désir de grandir et de s'améliorer. Voilà, quelqu'un qui a une certaine ouverture d'esprit et qui a ce désir de... Peu importe comment ça se manifeste, parce que pour moi, ça se manifeste peut-être d'une certaine manière vis-à-vis de ma spiritualité, etc. J'avais pas forcément besoin que ça se manifeste d'une manière concrète ou pas concrète, mais juste qu'il y ait en fait un désir de grandir, d'apprendre, de s'améliorer en général, parce que moi, ça fait tellement partie de qui je suis dans ma vie, vu que je suis psy, vu que je suis thérapeute de couple, etc. J'avais besoin de quelqu'un qui au moins est ouvert à ce genre de choses. Parce que si j'avais en face de moi quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à un quelconque concept de développement personnel, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pourrait pas fonctionner avec moi. Donc il y avait ça, et puis ça, j'hésitais presque à le partager ici, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu plus superficiel, mais je vais quand même le dire parce que c'est la vérité pour moi. J'avais envie que la personne soit plus grande que moi. Voilà. C'est un exemple de quelque chose de plus superficiel, mais il s'avère que pour moi c'était important, et je pense, pour beaucoup de femmes c'est aussi important. Pas besoin qu'il soit vraiment beaucoup plus grand que moi, mais juste un tout petit peu, même si c'est 1 centimètre, ça me suffisait. Mais voilà, ça faisait partie quand même des choses qui étaient sur ma liste. Et en fait, je vais aussi mentionner le fait que pour moi, je me suis rendu compte à quel point c'était important, cette histoire de compatibilité, aussi parce que justement, moi, j'avais été dans une relation précédemment où il s'était avéré qu'avec le temps, on s'était tous les deux rendu compte qu'on n'était plus compatibles. C'est-à-dire que j'étais assez jeune déjà quand on s'était mis ensemble, donc j'étais pas encore totalement formée au niveau de mes idées, mes valeurs et de qui j'étais, mais on s'aimait beaucoup. Et c'était pas un manque d'amour en fait, mais petit à petit, les choses étaient devenues assez évidentes au niveau du fait qu'on n'avait plus les mêmes visions pour le futur, on n'était plus alignés sur beaucoup de choses, on voulait plus aller forcément dans la même direction. Et c'est une rupture que j'ai vécue vraiment en mode... on se sépare pas parce qu'on ne s'aime plus, mais on se sépare parce qu'en fait on n'est plus compatibles. On se sépare parce que nos visions de vie ne sont plus alignées, on ne veut plus la même chose. Et peut-être qu'on n'a jamais vraiment voulu la même chose, c'est juste qu'on s'était pas vraiment assez posé la question en se mettant ensemble, parce que notamment j'étais assez jeune, j'avais 21 ans quand on s'était mis ensemble, et donc du coup, sur beaucoup de questionnements et beaucoup de choses, de valeurs, de vie, etc., il y avait un manque d'alignement, et ce qui a fait que finalement, si on avait décidé de rester ensemble, eh bien, on aurait été malheureux tous les deux. Et donc, je peux partager l'expérience que je sais ce que ça fait finalement de vivre une rupture où c'est pas qu'on s'aime plus, c'est vraiment qu'on se rend compte qu'on ne va pas être heureux ensemble. Et c'est une rupture qui est un peu particulière. D'un côté, on se dit mais c'est bizarre, c'est pas à cause d'un manque d'amour, pourquoi est-ce que y a un peu ce sentiment de négociation intérieure en mode mais si on s'aime, pourquoi est-ce qu'on peut pas continuer finalement ? Et donc il y a un peu ce sentiment bizarre de ce point de vue-là, et d'un autre côté, c'est aussi des ruptures qui peuvent être assez guérisseuses et puis assez saines parce qu'il y a un respect mutuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchirement, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il y a surtout en fait du respect mutuel de se dire merci de ce qu'on a partagé, mais on peut pas aller plus loin en fait, parce que ça ne va pas fonctionner pour nous deux.
Et donc, c'est à la fois bizarre comme sentiment, et puis à la fois, ça peut être des ruptures assez clean, finalement, des ruptures assez saines, si les deux arrivent à garder un respect mutuel, et puis à se rendre compte que finalement, il n'y a pas de mauvaise personne dans l'histoire, il n'y a pas de méchant dans l'histoire, finalement. Il n'y a pas eu une personne qui a foiré, il n'y a pas eu une personne qui a trompé l'autre, c'est juste que finalement, voilà, on n'est plus alignés, et puis c'est comme ça, c'est la vie, en fait. Et puis voilà, ça peut être vraiment des beaux apprentissages aussi. Moi, j'ai beaucoup appris de ça, du coup, et c'est grâce, entre autres, à ça que j'ai décidé de me poser les bonnes questions et de refléter sur finalement qu'est-ce qui était important pour moi, de quoi j'avais vraiment besoin, et puis voilà, qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui, et puis je suis très contente de là où j'en suis aujourd'hui. Et donc voilà, être au clair avec ses valeurs et ses non négociables, ça peut être quelque chose d'important, en gardant en tête que l'amour ne suffira pas pour construire une relation durable et stable. Et voilà, pour donner un dernier exemple vis-à-vis de ça, c'est que ça vaut bien évidemment aussi pour les relations qui sont très malsaines ou toxiques. C'est-à-dire que dans beaucoup de relations toxiques, c'est pas forcément qu'il y a un manque d'amour. Généralement, il y a quand même de l'amour qui est présent. C'est juste qu'il y a un manque de respect, il y a un manque d'intégrité, il y a un manque de valeurs profondes. Il y a souvent des schémas très nocifs qui sont présents, ce qui fait que finalement, voilà, c'est une relation qui est malsaine, mais ça veut pas dire que l'amour n'est pas présent. Donc c'est comme ça qu'on a des gens qui finalement disent s'aimer, et puis peut-être qu'ils le pensent vraiment, ils disent je t'aime, mais finalement ils se trompent, ils disent je t'aime, mais finalement ils ont des comportements abusifs émotionnellement, ils ont des comportements abusifs peut-être même physiquement, il y a de la tromperie, il y a des comportements malsains, passifs-agressifs, il peut y avoir beaucoup de comportements très malsains, même s'il y a de l'amour qui est présent. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est pas parce que quelqu'un nous aime, ou nous dit qu'il nous aime, ou dit je t'aime, que c'est une personne qui est bonne pour nous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être très malsaines et très nocives, et pourtant, soi-disant, l'amour est quand même présent. Donc voilà pour ce deuxième point. Ensuite, le troisième point, qui je pense serait important d'aborder, c'est se donner l'opportunité de sortir de ces schémas habituels. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai rencontré pas mal de personnes aussi qui ont tendance à répéter encore et encore les mêmes schémas dans leurs relations en tout genre, où finalement ils finissent par attirer le même type de profil, le même type de personnalité, le même type de personne. Et à tel point qu'ils finissent par penser que ce genre de personne, c'est leur style. Genre, ah non, mais ça, c'est juste mon style, en fait. Et sans se rendre compte qu'en fait, leur style, entre guillemets, eh bien, c'est juste un schéma négatif qu'ils sont en train de reproduire. L'exemple classique que je peux donner, c'est une femme qui tombe encore et encore et encore sur des mecs qui sont ultra évitants. Et elle finit par penser que finalement c'est ça son style, c'est moi j'aime bien les mecs évitants, j'aime bien les mecs qui se la jouent un peu en mode mystérieux, qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui parlent pas trop de leurs émotions, qui n'arrivent jamais à trop s'investir, etc. Et puis en fait, elle pense que finalement, non mais c'est vraiment ça de quoi je suis attirée. Sauf que ce que tu es en train de faire, c'est juste répéter un schéma pour diverses raisons. Hein. On répète des schémas négatifs pour plein de raisons différentes, notamment à cause de ce qu'on a vécu dans le passé, bien évidemment. Si j'ai eu un père ou une mère qui était très indisponible émotionnellement, eh bien peut-être que je vais reproduire ça en étant attirée par des personnes qui vont aussi m'abandonner, en étant attirée par des personnes qui vont aussi me repousser et puis être indisponibles. Donc ça, c'est très classique de répéter ce qu'on a potentiellement vécu en enfance. Et puis aussi potentiellement parce que je suis moi-même indisponible émotionnellement et du coup je ne fais qu'attirer des personnes qui me ressemblent. En fait, l'autre personne est un reflet d'un schéma que moi j'ai à l'intérieur de moi-même. J'ai rencontré aussi des personnes comme ça qui ont fini par avouer que c'était vrai. C'était qu'en fait, j'arrête pas d'attirer des gens qui sont évitants, des hommes qui ne me donnent jamais rien, qui sont toujours indisponibles. Mais en fait, ce que ça cachait véritablement, c'était que moi-même, elle-même, cette femme était indisponible. Elle avait tellement peur d'oser s'ouvrir à l'autre, d'oser ouvrir son cœur et puis être blessée potentiellement, que finalement, c'était une sorte de zone de confort de rester dans des situations où les deux étaient indisponibles, où les deux ne s'investissaient pas. Ça faisait moins peur finalement que d'oser s'ouvrir et du coup, d'oser à la fois s'ouvrir à l'autre et puis du coup, d'oser aussi que l'autre s'ouvre à elle. Donc, ça peut soit être des schémas qu'on répète de par le passé, soit c'est parce que nous-mêmes, on a un truc à l'intérieur, on est indisponible, on n'a pas vraiment envie de s'ouvrir, et du coup, on n'arrête pas d'attirer des personnes qui n'ont pas non plus envie de s'ouvrir.
Et on se convainc soi-même que non mais ça c'est juste mon style en fait. J'aime les mecs comme ça, qui sont jamais disponibles et du coup c'est aussi des personnes qui souvent vont dire ah oui mais moi dès que l'autre personne s'investit beaucoup ou me donne beaucoup d'affection ou me montre qu'elle est très intéressée par moi, et ben là moi je commence à perdre mon intérêt. Là, je perds mon attirance. Ça m'intéresse plus, en fait. Dès que l'autre me montre trop d'intérêt, moi, ça m'intéresse plus. Ça, c'est un peu un red flag. Hein. Ça, c'est un peu un red flag en mode, bah voilà, toi, tu ne supportes pas, en fait, que l'autre te montre de l'intérêt parce que ça te renvoie à cette peur profonde. Cette peur profonde, soit du fait que toi, tu vas devoir t'ouvrir aussi, soit que tu vas devoir changer ton schéma. Tu vas devoir changer ce dont tu as toujours eu l'habitude. Et Dieu sait que c'est pas toujours évident de changer nos schémas, de changer les habitudes qu'on a prises. Donc c'est pour ça que, là où je veux en venir du coup, c'est que ça peut être une bonne chose d'essayer de sortir de son style habituel. Si je répète toujours le même schéma et que ça foire toujours, ça vaut la peine de se poser la question, mais est-ce que j'essayerais pas autre chose peut-être? Est-ce que j'essayerais pas de m'intéresser à des personnes qui sortent de mon cadre habituel? Une personne qui peut-être au départ va moins m'attirer même, une personne qui peut-être va me sembler un peu différente, je vais être un peu dans l'inconfort, je vais être un peu perturbée, mais ça va potentiellement m'amener vers quelque chose de plus heureux, de quelque chose qui va être mieux pour moi sur le long terme, parce que j'aurais réussi à sortir de mon schéma négatif habituel. Donc oser finalement se donner l'opportunité de dater des gens différents. Ça peut aussi être carrément des styles en mode non, moi je sors que avec des artistes. Je donne un exemple au hasard, mais voilà, moi mon style c'est les mecs un peu artistes, un peu romantiques, émotionnels, etc. Sauf que du coup, je me coince un peu dans une sorte de rigidité vis-à-vis de ça. Et je me ferme à des opportunités. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il y a un mec et puis, j'en sais rien, il est banquier ou bien il est comptable, et là, peut-être je me dis non, mais moi j'aime pas parce que je trouve ça un peu boring, je trouve ça un peu chiant, je préfère les mecs qui font de la musique, ou je préfère les mecs qui sont dans le cinéma ou je ne sais quoi. Sauf qu'on se ferme à l'opportunité finalement d'essayer quelque chose de nouveau, de différent, qui peut-être fonctionnera en fait beaucoup mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Si je suis sortie qu'avec des artistes et que ça n'a pas arrêté de foirer, et que tout d'un coup il y a un mec qui est comptable ou qui est fiducier qui s'intéresse à moi, et que tout de suite je me dis non, ça va pas fonctionner parce que de toute façon il sera boring, il sera pas assez créatif, etc. Eh bien peut-être que je me ferme à quelque chose, et peut-être que je ferais bien d'essayer de donner la chance, de donner l'opportunité à cette personne, de me montrer qui elle est, et de voir ce qui se passe en fait, d'être ouvert à quelque chose de différent et de nouveau, et franchement, parfois, on peut être surpris. On peut être surpris de à quel point on avait tort et que la personne, en fait, nous convient très bien. Et on était juste coincé dans une sorte de schéma répétitif, on était juste coincé dans une croyance qui était fausse, tout simplement. Je suis pas du tout en train de dénigrer les artistes, si jamais, voilà. C'était juste un exemple, ça pourrait être tout à fait l'inverse, hein, une personne qui sort qu'avec des banquiers et qui se ferme totalement à l'idée de sortir avec quelqu'un qui est un peu plus créatif, voilà. C'est juste une question de sortir un petit peu de cette rigidité. Moi, je peux donner aussi un exemple vis-à-vis de ça. C'est que dans mon passé, j'avais un peu plus la tendance à être attirée par des mecs à problème, entre guillemets. Enfin, pas vraiment entre guillemets, mais vu que je suis dans le domaine du soin, de la thérapie, c'est vrai que c'est assez courant, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi chez les femmes notamment. Je suis attirée par des mecs à problème, je suis attirée par des mecs qui vont pas très bien, qui sont en dépression, qui ont des choses à régler. Et puis il y a un peu ce truc en mode je vais essayer de les sauver. Je vais essayer de les aider, de les sauver, etc. Quelque chose que moi-même j'ai vécu un petit peu et que j'ai beaucoup entendu pour le coup, qui est assez classique. Et donc, moi ce que je peux dire vis-à-vis de ça, c'est que quand j'ai rencontré Eric, du coup mon futur mari, eh bien il sortait en fait quand même un petit peu de ce que j'avais connu à l'époque. C'est-à-dire lui c'était quelqu'un d'extrêmement stable émotionnellement, pas du tout quelqu'un à problème, quelqu'un de très ancré, de très très solide en fait, psychiquement, si on peut dire. Et ça m'a fait quand même un peu bizarre au début. C'est-à-dire que je savais... J'étais ouverte en fait de toute façon à sortir de ce que j'avais vécu dans le passé. Mais ça m'a quand même fait bizarre. Il y avait un peu cet inconfort en mode tiens, c'est différent.
c'est différent et ça peut être un peu inconfortable au début parce que je sors finalement du rôle dont j'ai eu l'habitude, je sors du rôle que j'ai eu l'habitude de jouer dans le passé. Je ne vais plus avoir la possibilité d'être la sauveuse, je ne vais plus avoir la possibilité d'être celle qui sait comment l'aider. Et du coup, ça peut être un peu en mode, mais qu'est-ce que je fais de moi-même du coup ? S'il a pas besoin que je l'aide, ça me fait bizarre, tu vois. Du coup, ouais, j'ai ressenti un petit peu cet inconfort au début. Ça peut même être un peu intimidant. Un peu intimidant en mode, mais lui, vu que j'ai pas besoin de le sauver, qu'il va bien, qu'il est très stable, etc., que tout va bien chez lui, entre guillemets, ça peut être intimidant. Il peut y avoir ce truc en mode, mais comment je me place du coup ? Quelle est ma place ? Est-ce que moi je vais être à la hauteur ? Ce genre de choses finalement qui nous sortent de notre zone de confort. Et qui m'a sorti de ma zone de confort, honnêtement. Voilà, c'était pas extrême, mais je l'ai quand même remarqué. Et donc, si je donne l'exemple d'une personne qui reste coincée dans ses schémas, si j'avais encore été hyper accrochée à mon schéma de sauveuse, etc., et mon schéma d'être attirée par des mecs à problème, on peut imaginer un monde où je l'aurais trouvé trop boring, où je l'aurais trouvé trop ennuyeux, où je me serais dit, mais c'est bizarre, il est trop stable, il y a quelque chose qui cloche, franchement je comprends pas, j'arrive pas à connecter avec lui parce que il y a pas assez de problèmes. J'aurais pu trouver des excuses comme ça aurait été absolument dingue. Mais des fois on s'auto-convainc de certaines choses à cause justement de ces schémas, à cause de nos zones de confort. Et donc, voilà, tout s'est bien passé et puis je suis extrêmement heureuse parce que justement aujourd'hui je ne suis absolument pas dans un rôle de guérisseuse, de sauveuse, de thérapeute, alors pas du tout. Et c'est génial, j'adore, franchement c'est top. Je suis extrêmement contente. Et c'est quand même aussi en partie parce que je me suis rendu compte du schéma que je reproduisais et je me suis dit en fait non, j'ai pas envie de ça. Non, ce schéma-là c'est fini, j'ai pas envie de le reproduire. Ça m'a saoulée, ça m'a fait que du mal, ça n'a mené nulle part. C'est aussi quelque chose que moi je reproduisais parce que finalement il y avait une partie de moi qui aimait être là dans le rôle de la sauveuse parce que voilà, pour diverses raisons, c'est des rôles qui aussi nous donnent la validation intérieure. C'est comme ça que j'arrivais à gagner une partie de ma validation en tant que personne. Et donc, quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être dans ce rôle pour avoir de la validation, et ben voilà, j'ai pu me rendre compte que je n'avais plus envie de rester dans ce rôle, je n'avais plus envie de ça. Et c'est comme ça, je pense aussi, que ça m'a permis d'être ouverte à quelque chose de différent, qui finalement est beaucoup plus sain, beaucoup mieux pour moi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote vis-à-vis de ça aussi, c'est que ça me fait très rigoler parce que quand j'étais plus jeune... Bon après je pense que c'était quand j'étais pas mal plus jeune, peut-être même adolescente ou ou bien fin d'adolescence, il y a un groupe de musique que j'écoutais beaucoup à l'époque qui s'appelle Fauve. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais même pas s'ils font encore de la musique aujourd'hui, mais en tout cas Fauve faisait beaucoup de musique, un peu comme ça du slam, c'est genre à moitié du rap, à moitié... je sais pas si on appelle ça du slam ou du rap, bref, ils parlent beaucoup dans leurs chansons, et il y avait des chansons que j'idolâtrais un peu. Ils font beaucoup de chansons un peu romantiques comme ça. Et récemment, j'ai réécouté certaines des chansons que j'écoutais à l'époque, que j'adorais, et j'ai réécouté les paroles, et je me suis rendu compte à quel point, en fait, les paroles, c'est quelque chose avec lequel je ne résonne plus du tout aujourd'hui, mais qu'à l'époque, j'idolâtrais beaucoup, je trouvais ça tellement romantique, tellement intense comme ça, j'adorais. Et ça me fait beaucoup rigoler parce que voilà, c'est le genre de parole qui aujourd'hui me fait lever les yeux au ciel en rigolant, en me disant mais qu'est-ce que je faisais quoi. Parce que les paroles, en gros, il y a deux chansons auxquelles je pense. Il y en a une qui s'appelle Infirmière, où en gros le mec est en train d'expliquer dans la chanson que il est à la recherche d'une infirmière parce qu'il a plein de problèmes, parce qu'il va mal, et du coup toute la chanson il répète encore et encore, j'ai besoin de toi comme d'une infirmière, j'ai besoin que tu me répares, j'ai besoin que tu me sauves en gros. Voilà, donc ça... Aujourd'hui, c'est en mode, alors non, pas du tout, mon gars, je ne serai pas ton infirmière. Et puis, l'autre chanson, ça s'appelle Rub-a-Dub. Et dans la chanson, en gros, le mec répète encore et encore dans le refrain à quel point je ne suis pas le meilleur mec sur le marché, je vais pas te mentir, je suis pas du tout ce qu'il y a de meilleur sur le marché, je suis bancal, je suis pas fiable, je suis jamais à l'heure, je suis nerveux, je suis égoïste, je suis coléreux. Et en gros, il répète toutes ces qualités négatives qu'il a. Et ensuite, il dit « Mais pour toi, je pourrais changer. Pour toi, je pourrais être quelqu'un de nouveau, de différent. »
Et ça aussi, ça me fait bien sourire aujourd'hui parce que je trouvais ça tellement romantique à l'époque. Et aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, qui a envie de ça en fait? Qui a envie d'être avec quelqu'un qui se dit égoïste, coléreux, pas fiable, toutes ces choses en fait? Mais non, ça va pas ça. C'est pas des choses qu'il faut idéaliser, c'est pas des choses qu'il faut idolâtrer. C'est pas des choses qui mènent à des relations saines en fait. C'est des choses qui mènent souvent à justement des dynamiques de sauveurs, de sauveuses et de victimisation et de schémas négatifs finalement où on n'est pas bien en fait, où on essaye de réparer l'autre, où on essaye de se réparer à travers l'autre, où on est dépendant l'un de l'autre et c'est pas des choses qui sont forcément saines quoi. Et c'est là que j'en reviens en fait au point numéro 1 que j'ai abordé au début de cet épisode, c'est justement prendre du temps pour être bien avec soi-même. Prendre du temps pour être bien avec qui on est, avec sa vie, parce que justement le plus on a confiance en soi aussi, le plus on a confiance en sa valeur et en qui on est, le moins on va avoir de risques de tomber dans ce genre de schéma de sauveur, de victime, de dépendance, etc. Le moins on a vraiment de risques de tomber là-dedans si on est au clair avec soi-même. Et puis ça, bien sûr, ça prend du temps, hein, parce que bon, c'est vrai que quand on a la vingtaine, c'est peut-être plus compliqué. Entre 18 et 25 ans, généralement, on n'est pas encore formé, on est jeune, on n'a pas d'expérience, souvent on n'a pas forcément confiance en soi, donc voilà, c'est aussi un apprentissage qui se fait sur le long terme, ça c'est sûr. Et puis, je vais parler du dernier point, parce que cet épisode commence à être un peu long, mais je suis tellement... ça me plaît beaucoup cet épisode, je suis clairement à fond dedans là, donc... point numéro 4, le dernier point que je dirais, pour optimiser ses chances de trouver la bonne personne, c'est se donner le temps d'apprendre à connaître l'autre. Et ça, je parle de ça parce que je pense que vraiment, on peut avoir tendance parfois à essayer de se dépêcher et de se lancer à corps perdu dans des choses, finalement sans enclencher le cerveau rationnel, en restant 100% dans l'émotionnel, dans les étoiles dans les yeux, les papillons dans le ventre, l'idéalisation de l'autre, voilà, tout cet imaginaire absolument génial, romantique, mais du coup on ferme son cerveau rationnel et puis du coup ça peut mener aussi à des situations un peu problématiques, un peu dangereuses pour le long terme, parce que c'est bien d'apprendre c'est bien de se donner le temps d'apprendre à connaître l'autre. C'est bien de se donner le temps, de s'assurer que la personne est vraiment ce qu'on recherche, de s'assurer d'apprendre à connaître qui ils sont, quelle est sa personnalité. Et ça permet aussi surtout d'éviter d'être biaisé par les hormones d'attachement. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important de se rappeler, sans doute surtout pour les femmes, c'est que quand on est intime sexuellement avec quelqu'un, il y a des hormones d'attachement qui vont être sécrétées, notamment la dopamine, mais aussi surtout l'ocytocine. Surtout pour les femmes. Alors ça peut aussi être sécrété par les hommes, mais les femmes en général et en moyenne sont plus sensibles, susceptibles à l'ocytocine, et vont plus en sécréter en moyenne. Et donc, c'est cette fameuse ocytocine, l'hormone d'attachement, qui va faire qu'on va se sentir en sécurité, en lien avec l'autre, qu'on va avoir envie d'être proche de l'autre. Et ça peut être dangereux. Parce que si on est intime physiquement très rapidement, après genre 1 ou 2 dates, ou même 2 ou 3 dates, eh bien ça va commencer à nous biaiser. C'est-à-dire que voilà, notre cerveau va sécréter des bonding, des hormones d'attachement, et donc notre cerveau rationnel va petit à petit peut-être faire un pas en arrière, ce qui fait que finalement on est biaisé avant d'avoir pris le temps de connaître l'autre, avant d'avoir pris le temps d'analyser. Est-ce que ça, c'est une personne qui va fonctionner avec moi? Est-ce que ça, c'est une bonne personne pour moi? Donc éviter de se lancer trop rapidement dans la relation, d'éviter de se lancer trop rapidement dans un lien sexuel, on va dire, ça peut être quand même quelque chose de bien, franchement. Comme j'ai dit auparavant, il y a des exceptions à tout, etc., etc. Mais de ce que j'ai pu observer, je pense que ça peut vraiment être une bonne chose de se donner le temps, sans se lancer impulsivement. Parce qu'on sait aussi que le plus on se lance impulsivement, le plus il y a des risques qu'on retombe dans les schémas du passé. Et donc, si on sort de l'impulsivité, eh bien on a le temps de se réguler et puis de petit à petit construire un lien qui va peut-être être posé sur des bases plus solides.
Voilà, ça va pas être un lien basé uniquement sur l'attraction sexuelle et physique, en mode non, on est tellement attirés l'un par l'autre, la passion, blablabla, le truc en mode tout feu tout flamme, mais finalement qui va cracher en 3 mois, parce que ça va être tout feu tout flamme, mais ça va cracher après 3 mois, parce que ça aura été juste basé sur la flamme et basé sur rien d'autre en fait, aucune compatibilité, aucune intégrité, aucune valeur véritable. Voilà, donc ça, je dis bien si on recherche quelque chose de sérieux, parce que si on veut juste s'amuser, alors bien sûr, là c'est différent, mais si on recherche quelque chose de sérieux, eh bien voilà, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant à mettre en place, c'est un peu de patience, un peu de temps. Moi, personnellement, de nouveau, expérience personnelle, c'est que j'ai attendu vraiment le plus longtemps que je n'avais jamais attendu avant d'être intime physiquement avec mon fiancé, et donc je pense que vraiment c'était une bonne chose. Parce que, de nouveau, je n'avais pas envie de m'éparpiller, je n'avais pas envie de donner mon énergie à n'importe qui. Et mine de rien, ça renvoie aussi quand même une certaine, ça renvoie aussi une image de confiance. Parce que, voilà, il faut quand même dire les choses, c'est que si je commence à balancer mon énergie sexuelle à tout le monde, à n'importe comment, ça peut aussi être une manière d'avoir une sorte de validation. D'essayer de valider est-ce que je suis désirable, est-ce que l'autre va me désirer, est-ce que l'autre va vouloir de moi. Et moi j'ai beaucoup fait ça quand j'étais plus jeune, c'était vraiment une manière pour moi de me sentir désirée et de me sentir validée. Sauf que voilà, ça renvoie pas non plus la plus grande image de confiance et c'est pas forcément les meilleures bases non plus pour construire quelque chose de sérieux. Donc voilà, ce sont ces différents points, ces différentes choses que je voulais aborder aujourd'hui pour finalement comment avoir des meilleures chances de choisir et de tomber sur la personne bonne pour nous, la personne qu'on souhaite trouver pour notre futur, si on souhaite trouver son mari, trouver sa femme, avoir un mariage ou bien tout simplement avoir une vraie relation stable et saine, eh bien je pense vraiment que toutes ces choses-là, ça peut être des choses intéressantes à mettre en place ou bien tout simplement à se questionner sur ce genre de choses. Et j'espère que ça a pu t'apporter ce genre de réflexion, tous les points que j'ai abordés. Je vais juste les résumer vite fait. Donc j'ai abordé en premier lieu prendre du temps pour soi et être ok avec qui on est et avec sa vie. Et du coup, vis-à-vis de ça, si on a besoin de faire une pause sur le dating, eh bien ça peut aussi être une bonne idée, une pause de quelques mois, pour se recentrer sur soi-même avant de reprendre le dating. Ensuite, numéro 2, être clair avec ses valeurs et ses non négociables, potentiellement faire une liste sur le sujet. Entre parenthèses, sans tomber dans la rigidité. Le numéro 3, se donner l'opportunité de sortir de ses schémas habituels et potentiellement de sortir de son style, entre guillemets. Donc sortir de ce qu'on a connu dans le passé ou sortir de l'image qu'on se fait de la personne qu'on cherche. Surtout si justement on a eu des schémas qui ont abouti à des échecs encore et encore. C'est encore plus important de se poser la question de est-ce que je dois sortir de mes schémas ? Et puis numéro 4, se donner le temps d'apprendre à connaître l'autre. Pour éviter d'être biaisé par les hormones d'attachement trop vite, eh bien ça peut être une bonne chose de prendre le temps, se donner le temps, avoir la patience d'apprendre à vraiment connaître l'autre et savoir qui est cette personne qu'on a en face de nous pour s'assurer que c'est bien la personne qu'on recherche. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et je serais hyper intéressée si jamais toi tu as t'as mis en place certaines de ces choses et si toi t'as une expérience différente. Franchement, hyper intéressée de savoir quelle est ton expérience à toi de dating, si tu t'es retrouvée dans certaines des choses dont j'ai parlé. Ce serait très cool d'entendre ça. Et si tu aimes ce podcast en général, je serais très reconnaissante si tu peux me mettre 5 étoiles sur Spotify ou bien liker et commenter. Et aussi s'abonner. Attention, je ne le dis pas assez souvent, mais c'est très cool si j'ai plus d'abonnements, à la fois sur YouTube et sur Spotify, donc n'hésite pas à t'abonner. Merci beaucoup de ton écoute et à bientôt.